Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui pour vous parler de Flutter et Commode. Pour vous aider à créer votre Modeco dans vos apps. Je vais commencer naturellement par me présenter. Donc, moi, je suis Alexandre. Ça fait depuis 2016 que je suis chez SNCF Connect & Tech. Je fais du Flutter depuis 2019, donc un petit moment quand même. Je vous ai mis un petit tech radar à côté, voilà, pour montrer un petit peu ce à quoi je touche au quotidien. Moi, pour la petite blague, j'ai mis le football. C'est pas une nouvelle technologie, hein, c'est un sport qui joue avec les avec les deux pieds. Si vous voulez en parler avec moi tout à l'heure, ce sera avec plaisir. Donc aujourd'hui, moi, je suis pas venu vous dire que la planète est en danger, qu'elle souffre, qu'il faut sauver des animaux, etc. Je suis venu avec une problématique relativement simple, en fait. C'est comment se comportent nos apps quand on a peu de batterie, on a un vieux smartphone ou on a un faible réseau. Et la réponse, en fait, elle est assez simple. C'est qu'on n'y pense pas, tout simplement. Ce sont des cas qu'on pense pas à traiter. Et ça, c'est dû à quoi? Selon moi, c'est quelque chose que j'ai appelé le paradoxe produit entre l'œuf et la poule. D'un côté, on a la poule qui dit moi, je voudrais bien un Modeco, mais quand le produit sera terminé, quand j'aurai plein d'utilisateurs. Mais à contrario, on a l'œuf qui se dit non, moi, pour être bien conçu, voire éco-conçu, j'ai besoin de les connaître à l'avance, en fait. Ces différentes fonctionnalités, ce mode-là. Et du coup, si on essaye de se matérialiser ça sous forme de pyramide, j'aime beaucoup les pyramides, là, l'évolution de notre conception pour faire améliorer la user experience. Donc, j'aime bien dire qu'au commencement, il n'y avait rien. Et on a eu quand même les tests. Hein, tout type de tests utilisateurs, etc. Ça a quand même pas mal contribué à nous améliorer. Après ça, on a commencé à penser taille de device, hein, avec les différents formats, le responsive, etc. Ça a bien amélioré la user experience. Et ensuite, on a eu l'accessibilité. L'accessibilité, moi, j'espère que ça vous parle, mais on a tendance à la mettre sous le tapis, à la traiter pareil en fin de cycle. Ça fait de la dette, on accumule, et au final, on n'arrivera pas à la traiter, on n'arrivera pas à faire de nos apps vraiment des apps accessibles. Et vous l'aurez compris, le stade ultime, ce serait de penser Modeco. De penser Modeco, mais pareil, de le prendre en avance de phase, de concevoir à l'avance, etc., pour augmenter notre user experience. Parce que j'insiste, il ne s'agit pas là, en fait, de dégrader la user experience, pardon. En fait, il s'agit de l'améliorer parce qu'on va prendre, en fait, différents cas concrets liés à un Modeco qui va permettre de l'améliorer. Et on pense souvent que le numérique vert, c'est uniquement technique, mais non, en fait, il faut penser aux conceptions de produits. J'enchaîne avec un petit historique. On avait commencé à en parler à la Flutter Connection en 2023 sur un custom et commode avec différentes fonctionnalités, hein, comment économiser de la batterie, faire attention aux vieux devices. Voilà, c'était une présentation sur pas mal de tips pour faire de nos apps quelque chose d'un peu plus éco-responsable. On a reparlé à Flutter Heroes en 2024 où là, on expliquait que justement, on travaillait sur un outil pour faire un Modeco en Flutter. Et là, je suis là aujourd'hui pour vous dire un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors, on va balayer ensemble les fonctionnalités. La première, c'est justement essayer d'identifier en fait qu'est-ce qu'est un low-end device. Donc, malheureusement, il n'y a pas de recette parfaite, il n'y a pas de définition vraiment très précise de ce qu'est un low-end device. Donc, on partira sur le postulat en fait que ce sont des devices qui sont pauvres en ressources et en capacité. Ça veut dire faible RAM, faible pros, des marques qui n'existent plus, petit écran et OS ancien. Et comment on va essayer en fait comment on va faire pour identifier ça niveau code? Là, je vous ai mis un petit exemple là. Donc on a iOS et Android. En fait, il a fallu se baser un peu sur des règles pour essayer d'identifier. Donc comme il n'y a pas de recette magique, on s'est un petit peu orienté vers ce qu'on avait vu, ce qu'on connaissait, notamment Sentry, qui est un outil de monitoring qu'on utilisait. Et eux, pour les identifier, côté iOS, c'est assez succinct. Ils regardent le niveau d'OS, iPhone 6, 7, etc. Et côté Android, ils poussaient un petit peu plus loin. Ils regardaient le pros, la fréquence, la mémoire, tout ça. Alors côté code, là, vous pouvez voir entre iOS et Android, parce qu'on le fait par OS, on va se baser un peu sur ces paramètres et on va essayer de calculer un éco-score par rapport à ça et le renvoyer en fait à l'utilisateur final du plugin. Donc ça, c'était pour les low-end devices. Après, il y a l'économie de batterie. On a essayé de trouver un petit peu en langage user story quelque chose de pertinent pour l'utilisateur final du plugin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détecter un mode économie de batterie, le mode économie de batterie activé par l'utilisateur, ou
quand la batterie elle a un certain niveau de charge, qui est en dessous voilà, de X%, mais également quand la batterie n'est pas en charge, quand elle est en décharge. Afin, bien sûr, de proposer des parcours dédiés par rapport à un Modeco aux utilisateurs finaux du plugin. Et encore une fois, comment ça va se traduire niveau code? Donc là, on a l'exemple de code côté Flutter, où là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter ces changements de batterie. Là. Donc, on a une petite capture au-dessus là, qui représente ce que j'ai dit là en haut, où justement, on va regarder, est-ce que la batterie, elle est trop faible, ou est-ce que l'utilisateur, il a activé son mode économie de batterie. La capture d'en dessous, c'est sur le est, c'est qu'est-ce que ça veut dire à un utilisateur qui n'a pas assez de batterie. Donc, il est en dessous d'un certain pourcentage, là, la première ligne, et la deuxième, bien vérifier aussi qu'il est déchargé, qu'il n'est pas en mode charge. Le petit dernier, c'est la qualité du réseau. On s'est aperçu qu'on pouvait lire les informations réseau du device pour les restituer à l'utilisateur du plugin, pour essayer de lui donner différentes catégories. Quand est-ce qu'il est offline, quand est-ce qu'il a un réseau, on va dire, de pauvre qualité, quand est-ce qu'il a un bon réseau. On a baptisé ça Connectivity parce qu'on a le type de network et dans le cadre du Wi-Fi, on peut récupérer aussi la puissance du signal. Donc voilà, on a regroupé ça en Connectivity. Et je précise en bas à droite que ce n'est pas un speed test, parce que les puristes vous diront qu'il n'y a rien de mieux qu'un speed test pour tester la qualité d'un réseau. C'est vrai. Mais dans notre cas, c'était un peu délicat, parce qu'en tant que plugin, c'est dur pour nous de dire vraiment, est-ce que les temps de réponse sont satisfaisants ou pas pour l'utilisateur. C'est toujours un petit peu délicat. Et en plus de ça, la philosophie de notre plugin, ce n'était pas non plus très éco-friendly d'aller pinguer un serveur tous les X temps en fait, pour connaître les temps de réponse. Et pareil, comment ça va se traduire côté code? Donc là, il y a l'exemple côté Android, parce qu'on l'a fait sur Android, on l'a fait sur iOS, c'était relativement plus simple sur Android. On peut voir tout en haut qu'on va d'abord identifier le transport type, là, savoir si c'est de l'Ethernet, de Wi-Fi ou du cellulaire. Quand on regarde le cellulaire, on peut être un peu plus précis. On peut regarder, regrouper, en fait, faire un groupement, savoir si c'est de la 2G, de la 3G, 4G, 5G, etc. Et comme je vous disais, tout en bas, on a la puissance du Wi-Fi qu'on peut restituer en connectivity à l'utilisateur final. Le plugin en soi, là, vous allez vous dire, oui, comment est-ce que vous avez fait pour faire ça? Est-ce que vous êtes appuyé sur d'autres librairies, etc. Eh bien, on a fait un benchmark. Et c'est vrai que des librairies, il y en a plein, qui permettent d'aller chercher ces informations côté natif. Ça va de batterie info jusqu'à network info, device info, des librairies assez connues. OK, ça c'est cool. Mais on ne les a pas utilisées. On ne les a pas utilisées parce que de toute façon, on avait une surcouche de métier en fait, à placer par-dessus par rapport à nos règles éco. Ça, c'était une première chose. Et puis la deuxième chose, on n'avait pas non plus trop de dépendance sur des plugins tiers pour tout ce qui est maintenance, des dépendances transitives. Ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc voilà, on a préféré faire nous-mêmes. Concrètement, comment ça se passe? Là, il n'y a pas spécialement de sorcellerie. Côté Flutter, on a fait du platform channels parce qu'on s'est dit que justement, si quelqu'un voulait venir faire un Modeco pour du web, pour du desktop, ce serait plus facile en termes d'interface. Le dialogue avec le natif, pareil, rien de magique. On utilisait Pigeon, qui fait très bien le boulot pour la génération de code, nous simplifier les échanges avec les méthodes channel, là, en mode asynchrone. Et pour tout ce qui est écoute de données actives, là, en stream, on a fait des event channels. Voilà, des choses assez classiques, j'ai envie de dire. Les méthodes. Alors, la slide est un petit peu indigeste, on va la parcourir ensemble. On a essayé de mettre ça en mode un peu solution étagère. Voilà, c'est un petit peu à la mode. Donc, tout à gauche, en fait, on va appeler ça les méthodes un peu basses, qui font appel directement côté natif, qui vont grappiller toutes ces infos. Donc, en bleu, en haut, on va avoir tout ce qui est relatif au low-end device, là, la mémoire, plateforme, le storage, etc. En dessous, en violet, ça va être les infos liées à la batterie, et tout en bas, la connectivity. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en tant qu'utilisateur final du plugin, là, matérialisé par le petit bonhomme Flutter, si on n'est pas spécialement satisfait ou convaincu par les règles métiers écologiques qu'on a mis, nous, par-dessus, on peut directement aller prendre ces informations et créer, en fait, son propre Modeco. Là, c'est ce que je matérialise juste après avec la petite roue dentée. C'est qu'après, nous, on fait notre propre EcoScore, notre EcoRange aussi en Flutter. Pareil, l'utilisateur, il peut venir directement prendre ces informations-là. Ou même mieux, à la fin, s'il ne veut pas se prendre la tête, il a directement les dernières informations. Est-ce qu'il est en low-end device? Est-ce que sa batterie est en Eco Mode? Est-ce qu'il a assez de network? Voilà, il peut directement utiliser le plugin comme ça.
Le plugin, en soi, bah, il est en ligne, hein, il est sur le repo Dart. Hein, là, on est en version 0.1.0. Il est aussi sur notre repo GitHub, hein, qui est ouvert, d'SNCF Connect and Tech. Donc, c'est un plugin open source. Hein, vous pouvez contribuer dessus, bien sûr. La documentation, j'espère qu'elle est assez bien faite. Vous retrouverez les différentes méthodes, voilà, savoir elles sont disponibles sur quel OS, qu'est-ce qui est disponible au runtime, donc directement en asynchrone. Et si vous voulez faire de l'écoute de données, voilà, qu'est-ce qu'on peut obtenir en termes d'event, hein. On voit surtout la batterie et la connectivity. Voilà. Alors, je vous ai préparé une petite démo vidéo du plugin. Voilà, c'était plus simple. Alors là, c'est l'exemple qui est rattaché au plugin. Donc, il est lancé sur simulateur Android, là, sur un Pixel 6a. Pareil, c'était un petit peu plus simple pour faire joujou avec les différents paramètres. Donc là, on retrouve les trois catégories, le low-end device, l'éco-batterie et le connectivity state. Donc, en termes de low-end device, on va avoir les différentes informations dont je vous parlais, là, l'OS, le nombre de cœurs. Bon, il ne faut pas trop s'attacher aux chiffres parce que c'est le simulateur. On peut voir un peu plus bas, l'éco-score, là, qui est à la moitié, 50 sur 100. Le range, là, on a qualifié ça de mid-range, hein, entre low, mid et high. Et tout en bas, savoir si c'est un low-end device. Et là, on peut voir, c'est un peu flou, mais on peut voir si à false. Donc là, voilà, c'est le petit exemple sur le low-end device. On va passer juste après au mode économie de batterie. Donc là, la batterie, ça va être un peu plus marrant parce qu'on va vérifier justement qu'on est bien en écoute dessus. Donc là, on retrouve les différentes informations de batterie, le thermal state, le niveau de batterie, est-ce qu'on est en charge ou en décharge, est-ce que l'utilisateur il est en mode économie de batterie ou pas, et au final, est-ce que notre règle métier sur un mode éco de batterie, il est activé ou pas. Donc là, pour l'instant, voilà, les deux sont à false. On va voir qu'on va un petit peu jouer sur ces différents paramètres grâce au simulateur Android. Donc là, on va descendre le niveau de batterie. Là, on est à 35%. Ah, ça fait un petit peu bugger le simulateur, mais voilà, ça se réactive vite. On est passé à 8%. On est toujours en chargé, donc on n'a pas activé le mode économie de batterie, là, qu'on peut voir tout en bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... pardon, il est revenu. Là, par contre, je ne sais pas comment... bon, c'est pas grave. Ça va rejouer. Ouais, c'est un misclick. En fait, ce qui va se passer sur le mode économie de batterie, j'essaie de reprendre un peu. On a baissé la batterie. Donc, le seuil, c'était 10%. On a baissé, ça n'a rien changé parce qu'en fait, on était toujours en charge. Et après, on va repasser en décharge et on va voir en fait que le mode économie de batterie, lui, il aura basculé. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps. Donc là, voilà. Donc là, voilà, on est passé en déchargé et en fait, on peut voir que notre mode économie de batterie, il est bien passé à true. Ça, c'était notre règle métier que je vous ai montré tout à l'heure. Le cas d'après, c'est jouer sur le mode éco maintenant dirigé par l'utilisateur. C'est ce qu'on va changer là dans les paramètres. Là. Le temps d'y accéder, toujours un peu compliqué sur le simulateur. Voilà, le temps d'y accéder. Ok, on y va. Voilà, donc là, il est juste là. Donc là, il est désactivé, on va l'activer. On revient. Et on peut voir que notre mode économie de batterie, lui, il a bien basculé ici. On est à true sur les deux. Donc là, voilà. Il nous reste le dernier qui est le connectivity state. Donc là, on est sur du Wi-Fi avec un bon signal. Donc on estime voilà, qu'on a assez de network. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver le Wi-Fi dans les paramètres, là, juste au-dessus. Donc voilà, là, on est repassé en 5G. Là, c'est ce qui correspond aux paramètres du simulateur. On estime qu'on a toujours assez de réseau. Donc, ce qu'on va faire, on va le descendre progressivement. Donc là, on repasse en 4G. C'est un peu flou. On a toujours assez de network. On va le faire descendre progressivement. On passe en 3G. OK, on a assez de network. Après, on sera sur du Edge. Et sur le Edge, qui correspond à la 2G, voilà, on estime qu'on n'a plus assez de network. C'est ce qui est indiqué en dessous. Donc voilà, ça c'était pour le dernier. J'ai une autre petite vidéo sur l'app SNCF Connect, parce qu'on est en train d'expérimenter ça dessus. Donc là, c'est la home de Connect. On voit qu'on a une image qui est chargée. Et dans cette petite démonstration succincte de ce qu'on peut faire avec le plugin, on va aller chercher dans les infos debug et s'apercevoir qu'effectivement, le mode éco, il n'est pas économie de batterie, il n'est pas activé. On va aller l'activer.
Voilà, pareil dans les paramètres, l'utilisateur il va l'activer. Voilà, on rebascule sur la home. Et sur la home, en fait, on ne charge plus l'illustration. Donc voilà, et on va vérifier après dans les infos des bugs qu'on est bien passé en économie de batterie. Voilà, juste ici. Donc voilà, une petite démo sur Connect. Bon, on est en train de tester d'autres cas d'usage. Voilà. On va passer à la conclusion. Donc en conclusion, je vous ai mis des cas d'usage potentiels de l'utilisation de ce plugin. La première, désactiver, on l'a vu, les animations, les illustrations, des vidéos, etc. Ça peut économiser un peu de batterie. Pourquoi pas passer sur un mode dark. Réduire la précision de la géolocalisation, ça on est en train de l'expérimenter sur Connect, quand on a vraiment, on est en mode économie de batterie, essayer de réduire cette précision. Sur la qualité du réseau, on pourrait identifier le mode offline, faire un vrai mode offline dédié aux utilisateurs. Voilà. Et bien sûr, il y a plein d'autres cas d'usage. C'est à nous, avec le produit, de les trouver. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette présentation? On l'a vu ensemble. Le premier point, c'est construire en avance de phase le mode éco avec le produit. Ne pas mettre ça sous le tapis, comme on a tendance à le faire, traiter ça en fin de cycle. Et en fait, au final, on ne le fera jamais, ce mode éco. C'est comme l'Access, c'est pareil. Le deuxième, c'est que le plugin, c'est un outil. Et ce n'est pas directement un résultat. C'est un peu cliché de dire ça, mais ne vous focalisez pas sur ce que le plugin va pouvoir faire pour vous, mais ce que vous allez pouvoir faire avec le plugin. Ça dépend vraiment de vos cas d'usage. Avec quoi vous allez pouvoir gagner en économie d'énergie, en expérience utilisateur aussi, si vous prenez les low-end devices en compte. Le dernier point, c'est que bien sûr, c'est un plugin open source, donc il est ouvert à la communauté. On a besoin de vous pour avoir des règles sur vos cas d'usage, savoir ce que vous pouvez gagner avec. Là, on est en train de faire ça sur Connect. Et bien sûr, vous avez pu le voir aussi, on a besoin de votre expertise sur le natif. Vous avez vu que c'était assez succinct pour faire les calculs d'éco-score sur les différents OS. Donc, on a besoin de vous pour rendre ça un peu plus costaud et pérenne pour l'avenir. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Et puis, on va pouvoir passer aux questions, si on a. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci beaucoup pour la présentation, c'était hyper intéressant. J'ai une question qui n'est pas vraiment sur le plugin, mais plutôt sur est-ce que c'était une demande notamment des équipes produits ou c'est plutôt venu de vous, le fait de vouloir proposer un mode éco? Bonne question. Honnêtement, c'est plutôt venu de la tech. C'est plutôt venu de la tech parce que quand il y avait la slide sur notamment le petit historique, c'est venu un petit peu de ce qu'on a voulu partager comme tips en fait pour faire du numérique plus responsable avec Flutter. Et à un moment donné, on s'est dit, mais en fait, ce serait bien de carrément proposer un mode éco via de l'économie de batterie et autres. Et là, c'est un peu en train de basculer. Donc là, la tech, vraiment, on s'est mis dedans. Et là, côté produit, c'est venu un petit peu après, mais eux, ils commencent à avoir des formations sur justement comment faire un produit un peu plus éco-conçu. Bon, pour la petite blague, un produit éco-conçu, c'est un produit qui n'existe pas. Mais en tout cas, on essaie quand même d'être sensibilisé par rapport à ça et de travailler ensemble. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond à mes questions. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Merci pour la presse, c'était cool. Moi, j'avais une question sur les usages un peu, notamment tu as beaucoup parlé d'économie, de mode d'économie d'énergie de la batterie. Et personnellement, moi, j'utilise, en fait, je me mets tout le temps en économie de batterie. Je sais que dans mon entourage, il y a quand même pas mal de gens qui le font aussi. Et du coup, je me demande est-ce que vous avez pensé à ça et vous avez prévu peut-être d'étudier ça et d'adapter potentiellement ce que vous allez afficher ou pas par rapport à cet usage-là? Ouais, très bonne question également. Alors, j'aurais deux choses à répondre par rapport à ça. La première, c'est qu'effectivement, par défaut, il y a énormément d'utilisateurs qui se mettent en économie d'énergie. Moi, le premier. Et ça, comme on l'a prévu dans Connect, en fait, on a la possibilité, dans les paramètres utilisateurs, d'activer ou pas des fonctionnalités. Pour l'instant, on l'a mis en bêta, mais à tout moment, l'utilisateur il peut dire je ne veux pas en fait tester finalement le mode éco. Et ça, je pense qu'on le gardera. Parce qu'effectivement, on ne peut pas non plus prendre trop de décisions à sa place. S'il est tout le temps en mode éco, mais qu'au final, ça ne lui convient pas, si OK, je suis en mode éco, mais je veux quand même les animations, je veux l'illustration, je veux une géolocalisation plus précise.
Voilà, on ne veut pas non plus lui imposer des choses. Ça, c'est vrai que j'en parle pas, mais il faut peut-être essayer de garder un peu cette philosophie par rapport à l'utilisateur. Parce que si on ne fait pas ça, effectivement, en fait, on va peut-être dégrader la user experience. Et ce n'est pas ce qu'on veut, en fait, au final. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, on est en train d'expérimenter quelque chose. Et ça, encore une fois, ça vient plus côté tech que produit. Malheureusement, c'est réduire la précision de la géolocalisation. Mais on attend vraiment. Là, on est vraiment en train de commencer de travailler avec le produit. Là, il commence à penser un petit peu parcours, mode éco, prendre en compte les low-end devices, tout ça. Ouais. Okay. Merci. Comment vous avez fait pour détecter les zones, les features qui étaient les plus consommatrices et du coup que vous alliez pouvoir réduire, on va dire, avec le mode éco? Ouais, alors ça, on a regardé un peu. On a un partenariat avec GreenSpector et on a fait quelques études dessus et on s'est aperçu qu'effectivement, la géolocalisation, ça bouffe pas mal, en fait. Mais ça, c'est pour un peu toutes les apps, de toute façon. Donc, voilà, on a pensé, côté tech, tiens, comment est-ce qu'on pourrait gagner là-dessus? Il y en a d'autres. Après, c'est vrai qu'il y a certains parcours où il y a quand même des vidéos, des illustrations, des choses comme ça, où pareil, ça, on voudrait proposer peut-être des alternatives. Et ça, on le fait avec GreenSpector. C'est vraiment eux, en fait, sur les parcours qui nous disent, là, voilà, on peut voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on pourrait agir, en fait, dessus. Voilà. Et après, il y a les DevTools aussi. Tu peux lancer des tests avec les DevTools et puis regarder effectivement si tu as des frames qui se font manger, des choses comme ça, peut-être qu'aussi tu peux agir là-dessus. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Ouais. Ouais, ça marche. C'est un peu off topic, peut-être tu en as déjà parlé, mais est-ce que vous avez une réflexion sur tout ce qui est développement aidé par l'IA et du coup, est-ce que cela rentre en compte dans vos choix du travail quotidien, en sachant que l'IA consomme énormément des ressources énergétiques? Ouais, l'IA, on n'en a pas plus que ça, on a sur le bot, mais après, on n'en a pas plus que ça, mais c'est une bonne question. On a un petit peu sur la recherche, ça je le sais. Mais pour l'instant, non, on n'a pas vraiment de réflexion là-dessus, parce que c'est toujours la même histoire, en fait. En fait, il faut trouver un compromis avec le produit, parce que le produit, si tu lui dis, dans le bot, il y a de l'IA, est-ce qu'on peut couper le bot? Là, tu vois, c'est une négociation, en fait, permanente que tu parles avec le produit. Il faut leur expliquer un peu ce que tu peux gagner en termes de user experience. Et là, encore une fois, on est en plein dedans, quoi. Voilà. Et on essaie vraiment, on pourrait, en termes de réflexion, se dire, notamment sur la recherche, essayer de faire une recherche un peu plus simplifiée, peut-être, parce que je sais qu'il y en a un peu côté recherche. Il y a avec le bot aussi, est-ce qu'on peut le couper ou pas? Mais ça, voilà, je me répète, mais c'est une discussion permanente, quoi. Et dans votre travail quotidien, en tant que, l'aide de l'IA dans votre IDE, par exemple? Oui, on utilise Copilot, c'est notre IDE, ouais. Ouais, voilà, ça va pas spécialement plus loin. On l'utilise surtout pour de l'autocomplétion de code. On ne va pas non plus dialoguer avec. Moi, personnellement, je dialogue très peu avec lui. Je lui demande pas de générer mes tests, par exemple. Je fais pas ça. Mais il y en a qui le font, mais moi, pas trop. Mais voilà, ils mettent beaucoup sur l'autocomplétion, moi, personnellement. Après, il faudrait demander vraiment à chaque dev comment il l'utilise. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être pour une dernière? J'imagine que vous n'aurez pas la réponse tout de suite, mais moi, je suis curieux si vous arrivez à traquer le nombre d'utilisateurs qui activent le mode éco et qui veulent le garder allumé un peu tout du long. Je sais qu'il y a quelques histoires, notamment dans l'accessibilité, où en fait, il y a des gens qui n'avaient pas de handicap particulier et qui utilisaient les sites en mode accessible parce qu'en fait, de les simplifier, ça rendait juste leur utilisation plus agréable, qu'on soit en mode économie de batterie ou pas. Du coup, je suis assez curieux de, quand ce sera en prod, avoir des retours. Je ne sais pas si vous avez prévu de traquer ça. Qui veut le garder activé, même s'il a 100% de batterie et qu'il est en Wi-Fi sur un Pixel 9 Pro. Yes, tout à fait. Bonne remarque sur le côté access aussi. C'est vrai qu'il y a plein de personnes qui font du zoom de 100%, par exemple, sur l'utilisation de leur app, j'en connais, qui n'ont pas spécialement de problème, mais ça, c'est un peu plus simple pour eux, on va dire ça comme ça. Et oui, bien sûr, on a prévu de traquer ça. On a prévu de traquer ça. Là, on est en mode, on l'a inclus dans le mode bêta de Connect, mais on a vraiment hâte, ne serait-ce que de voir si nos règles métiers sur les low-end devices fonctionnent ou pas. Si on nous dit qu'un Pixel 9 est un low-end device, là, il va falloir qu'on change, par exemple. Mais oui, on a vraiment hâte d'avoir toutes ces informations-là.
On va monitorer tout ça. Et surtout, on voudrait faire après, vu qu'on a le partenariat avec Greenspector, continuer avec eux. On a déjà échangé avec eux. Ils sont très intéressés. Ils ont dit qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de monde qui avait cette démarche. Et voilà, on a hâte de faire des tests avec eux, de parcours complet. Voilà. Ok. Il y a une dernière question. Une petite question. Ouais. Merci. Alors, moi, j'ai une question. C'est au sujet de la collecte de données et de la conformité. Est-ce que vous vous êtes posé certaines réflexions par rapport à ça? On restera RGPD. Hein. Les données qu'on collecte, on n'arrivera pas à identifier. De toute façon, il s'agit de qui exactement. Donc là-dessus, normalement, on est clean, il n'y a pas de souci, quoi. Les données qu'on va récolter vraiment des devices, il n'y aura pas d'informations vraiment critiques par rapport à du RGPD. Ouais. Ok, ça marche. Merci. Merci beaucoup. De rien, je t'en prie. Merci.